Voilà, mesdames et messieurs, accueillons ensemble Laure Darcos, la sénatrice, qui nous fait le plaisir et l'honneur d'ouvrir ce club L'Hémicycle. Ma chère Laure, c'est toujours un grand plaisir de vous voir. Nous avons des liens d'amitié. Bah oui, je vous vois les sénateurs et les sénatrices dans cette grande maison. Donc merci d'honorer de votre présence, ma chère Laure, ce club L'Hémicycle, sur un sujet évidemment qui tient à cœur à tous les Français, mais encore plus aux sénateurs, ce lien social dans les territoires. Et on va beaucoup parler de numérique, de courrier, des institutions aussi, et de l'idée qu'il faut continuer à avoir des repères communs si on veut faire société. Eh bien, merci, merci en tout cas de cette initiative de l'hémicycle. Merci Eric, parce que je pense qu'en effet, c'est très important. Les dirigeants de la Poste ont régulièrement des courriers de notre part quand il y a des risques de fermeture de guichets de la Poste quand on est dans des endroits reculés. Vous savez comme moi en fait que pour certains papy-mamie, ils ont encore, d'ailleurs pas que, mais leur compte bancaire simplement à la Poste, et que c'est un lien absolument important et indéfectible. Je sais que la mutation de la Poste a été remarquable quand on est passé au numérique. On sait très bien, malheureusement, qu'on n'a plus de courrier papier. Je sais que les chiffres sont très impressionnants de voir à quel point ça a baissé. Mais du coup, il est essentiel en effet que cette mutation s'accompagne encore aujourd'hui de ces services humains. Je suis toujours avare de compliments sur les mandats du président Macron. Il y a une chose que je trouve remarquable, c'est les maisons France Service. Et vous contribuez en fait de la même façon à ces relais en fait sur le territoire. Les maisons France Service permettent vraiment à des gens qui sont atteints entre guillemets d'électronisme, ceux qui n'arrivent pas à pouvoir faire leur dossier en ligne, à pouvoir avoir ce lien. Et donc je pense que tout ça contribue en effet à garder ce lien nécessaire sur tous nos territoires. Moi je sors là d'un petit déjeuner avec Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, sur l'agriculture. Je pense que plus on s'éloigne des grandes villes, plus malheureusement nous avons la montée des extrêmes, et notamment du Front National, parce qu'on parle à ce moment-là de territoires qui sont abandonnés des transports, abandonnés des services publics. Et donc votre rôle est essentiel pour continuer à faire en sorte qu'il y ait ce lien avec la population, ne pas les laisser tomber. Les élus seuls ne peuvent pas le faire et ils ont besoin d'être soutenus par des gens comme vous. Donc merci en tout cas pour cette initiative et ravi d'avoir marrainé entre guillemets ce petit déjeuner dans un effet de nos prestigieux salons. Vous l'avez caché, mais voilà, Oui. Il y a Napoléon, mais la déclaration sénateur qui est derrière nous. Voilà, ouais. Exactement. En tout cas, merci à vous. Merci beaucoup, Laure Darcos. Merci. Alors, je vais vous présenter ce club L'Hémicycle, la façon dont la rédaction de L'Hémicycle l'a mise en place. Je voudrais accueillir mes invités tout de suite. Merci beaucoup, Laure Darcos. Isabelle Roche, la députée de Moselle, ancienne présidente de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation. Philippe Dorge, évidemment, qu'on ne présente plus, le directeur général du groupe La Poste. Rudy Frédéric Cazzi, qu'on ne présente plus non plus, me semble-t-il, tellement on le voit souvent, participer à des débats avec son œil aiguisé et son franc-parler, délégué général de l'Association des élus de France. Et Charles Giolle, donc historien, agrégé d'histoire, enseignant à Sciences Po, qui... j'allais dire, nous donnera un peu de recul sur l'évolution de la Poste, de la profondeur même, pourrait-on dire, sur l'évolution de ce groupe fantastique. Alors voilà comment on a imaginé les choses. Je salue aussi tous les sénateurs, députés qui sont dans cette salle et les maires, puisque nous avons aussi le bonheur d'avoir beaucoup d'élus locaux, que ce sujet évidemment du lien au territoire et de la Poste intéresse beaucoup. Voilà comment on a vu les choses, parce qu'on a estimé, l'hémicycle, qu'on vivait dans une époque complètement paradoxale, c'est-à-dire qu'à la fois tout circule vite, même évidemment l'information, tout se dématérialise, tout devient instantané, et le lien collectif, évidemment, se fragilise de manière absolument sidérante. Et Laure Darcos le rappelait, il y a la vision politique, mais il y a aussi la vision sociale des choses. Tout cela donne naissance à quoi ? Une défiance des citoyens, par exemple vis-à-vis de la démocratie, à des isolements,
à des fractures territoriales, à la disparition progressive des fameux repères communs dont a besoin la République si elle veut continuer à faire nation. Alors évidemment, moi en tout cas, quand on a travaillé le sujet, il ne s'agit pas d'opposer le papier au numérique en disant voilà, le numérique, regardons derrière. Non. Et je pense que le directeur général de la Poste sera assez clair sur le sujet. En fait, le tout numérique, monocanal, comme vous dites, Philippe Dorge, il est parfois excluant. Donc, est-ce qu'on peut imaginer un modèle hybride, comme ça se fait d'ailleurs dans d'autres pays, comme ça se fait dans d'autres pays, c'est plutôt une tendance internationale, c'est les questions que je vous poserai. Alors, j'ai été frappé aussi par ce sondage, je vous le dis, 78% des Français veulent pouvoir alterner papier et digital, 82% restent attachés à la lecture sur le papier. Bon, la Poste distribue encore plus de 5 milliards quand même de plis en 2025, 5,16 milliards même si je suis très précis. Et puis là aussi, puisqu'on parle beaucoup d'écologie, de transition écologique, d'impact carbone, sur 13 indicateurs environnementaux sur 16, le papier a un impact plus favorable que numérique. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de mise en place de data centers, de consommation d'énergie, d'impact sur l'environnement. Sur 13 indicateurs environnementaux, sur 16, donc il en manque 3, mais enfin quand même 13 sur 16, le papier a un impact plus favorable. Donc le fil rouge de ce club L'Hémicycle, en un mot, c'est que les citoyens, évidemment, ne demandent pas un retour en arrière, ils demandent d'avoir le choix et puis d'avoir une certaine robustesse et stabilité dans ce choix. Voilà. Alors, avant de commencer ce débat autour de 3 thèmes que je vais vous dispatcher au fur et à mesure, monsieur le sénateur, bonjour, content de vous voir. Je vous propose d'écouter, pour cadrer, on a demandé à Pierre Moscovici, qui est l'ancien, évidemment, premier président de la Cour des comptes française, qui est maintenant à Luxembourg, dans les mêmes fonctions, mais européennes, cette Cour des comptes. Je propose d'écouter Pierre Moscovici, qui, me semble-t-il, résume parfaitement la problématique qui est la nôtre aujourd'hui. Écoutez. J'aurais aimé être des vôtres ce matin pour parler de ce sujet, de l'équilibre entre le courrier, l'écrit, puis le numérique, l'un étant notre passé, l'autre notre avenir, et en réalité les deux étant complémentaires. Mais mes obligations luxembourgeoises m'empêchent de le faire. Je suis néanmoins heureux de pouvoir prononcer devant vous ces quelques mots en ouverture de votre dialogue. Nous avons longtemps considéré que le progrès consistait à remplacer le papier par l'écran, le courrier par le message instantané, le document physique par la donnée numérique. Cette évolution était naturelle. Elle a apporté de la rapidité, de la fluidité, de nouveaux usages et d'immenses gains d'efficacité. Mais l'expérience nous apprend aujourd'hui une chose essentielle, qui est que tout ce qui est techniquement possible n'est pas nécessairement souhaitable lorsqu'il s'agit de faire ou de refaire société. Car une société démocratique repose avant tout sur la confiance. Confiance dans les institutions, confiance dans l'information, confiance dans les échanges, confiance dans la capacité de chacun à accéder à ses propres droits. Or, cette confiance pose aussi sur des infrastructures qui sont concrètes, qui sont visibles, qui sont accessibles à tous. Et le courrier fait partie de ces infrastructures historiques. Il garantit l'égalité territoriale en desservant chaque citoyen, quel que soit son lieu de résidence. Il garantit une forme de continuité du service public. Il demeure un outil particulièrement adapté lorsqu'il s'agit de transmettre des informations sensibles, administratives, bancaires, médicales ou électorales, notamment pour des personnes de génération parfois un peu moins jeunes que d'autres. Dans un monde marqué par la multiplication des cyberattaques, des usurpations d'identité, des fraudes numériques, la matérialité redevient même un atout et nos citoyens y sont très attachés. Les documents physiques possèdent en quelque sorte une valeur de preuve, de traçabilité, de sécurité qui conserve aujourd'hui toute sa pertinence. Il existe également un enjeu de souveraineté. Nous parlons souvent de souveraineté énergétique, industrielle ou numérique. Il existe aussi une souveraineté des infrastructures de confiance et la capacité d'un pays à faire circuler l'information. Les documents, les échanges essentiels selon ses propres règles participent pleinement de la solidité de son propre modèle démocratique. Je ne crois pas, donc, qu'il faille opposer le numérique et le courrier, le virtuel et le réel. Le numérique apporte de la vitesse, le courrier apporte de la stabilité. Le numérique facilite les échanges, le courrier contribue à les sécuriser. L'un fait répondre aux exigences de notre époque, l'autre continue de garantir certaines des conditions fondamentales de la confiance collective et donc correspond aussi à notre époque, notre responsabilité
et moins de choisir entre ces deux mondes, c'est pas hier contre aujourd'hui, que d'organiser leur complémentarité, car une démocratie moderne n'est pas celle qui remplace systématiquement le réel par le numérique, c'est celle qui sait utiliser le numérique sans renoncer aux infrastructures de confiance qui rendent la démocratie possible. Ce sujet me tient à cœur, j'ai été longtemps élu, je sais à quel point beaucoup de nos concitoyens sont attachés précisément au courrier, et je vous souhaite des échanges nourris, je n'en doute pas passionnants sur ce sujet qui est à la fois d'un grand intérêt, d'une grande actualité. Voilà, merci à Pierre Moscovici de cette présentation. Je pense qu'il pose bien le problème et il y a plein de mots sur lesquels je ferai rebondir mes invités. Peut-être Isabelle Roche, avec vous, vous êtes députée évidemment, ancienne présidente de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation. Peut-être cette question, depuis le Parlement, comment est-ce que vous abordez ce sujet? Est-ce que vous voyez la dématérialisation creuser une inégalité des droits? Alors peut-être que la première inégalité, d'ailleurs, c'est le découplage de la possibilité d'avoir un mandat de maire et d'avoir un mandat de député, mais ça, c'est un sujet politique. Mais sur le sujet qui est le nôtre, comment, depuis le Parlement, vous abordez cette question? Merci beaucoup, Éric, pour cette question. Mais j'ai envie de dire, entre les propos de Laure Darcos et les propos de Pierre Moscovici, finalement, il y a peu d'espace pour s'exprimer, puisqu'ils ont, en quelques phrases, tout résumé par rapport à ce rapport au numérique et au papier. Effectivement, vu du Parlement, c'est toujours une difficulté, mais ça a été rappelé, une des, finalement, premières dispositions qui a été prise en 2017-2018, c'est de faire en sorte que ce tout numérique qui dégageait un certain nombre d'emplois, ces emplois puissent être réinjectés sur les territoires, notamment par rapport et au travers des maisons France Service. Donc on voit bien que, en tout cas moi en tant qu'ancienne présidente et ancienne présidente, je me suis toujours vraiment attachée à faire en sorte que quand on dégageait des marges de manœuvre grâce au numérique, on puisse les réinjecter aussi sur le territoire, de façon à ce qu'on garde toujours ce lien. Effectivement, c'est très important, et ça a été dit, de ne pas perdre la connexion au réel, et que le virtuel, finalement, peut être des fois assez délétère. Donc, moi, j'introduirais encore une autre notion pour prolonger celle que Laure avait donnée sur les éloignés ou les exclus. C'est David Goudard qui parle des anywhere et des somewhere. Donc les anywhere, ceux qui sont finalement très à l'aise et qui peuvent aller partout, quel que soit l'endroit. Et les somewhere, ceux qui vont être attachés à un territoire et qui le sont soit parce qu'ils y ont grandi, soit parce qu'ils y arrivent, soit parce qu'ils ne peuvent pas en partir. Et on voit bien que, et ce n'est pas une question de CSP, c'est une question d'ancrage sur un lieu. Et cette fracture du numérique, ou on va dire cette division sociale, elle est pour un politique vraiment à prendre en compte, parce que si on n'y fait pas attention, on aura vraiment des gens qui ne se parlent plus et qui ne se rencontrent plus. Donc oui, en tant que politique, ma préoccupation est de faire en sorte que chacun se sente bien là où il est et puisse avoir accès aux différents services, qu'ils soient numériques ou physiques. Et je terminerai par là. La fracture numérique, elle n'est pas que l'électronisme, que sur l'incapacité à faire des démarches ou autres. Elle peut être aussi matérielle, c'est-à-dire de ne pas avoir les infrastructures réseau, si même maintenant on les a de plus en plus, de ne pas avoir le matériel, c'est-à-dire le terminal, le téléphone, l'ordinateur ou que sais-je. Et ça, c'est très important. Et puis, on rajoute une autre dimension maintenant, la peur. La peur de la cyberattaque, la peur de la perte de données, qui fait que même finalement les plus allants sur le numérique peuvent avoir des réticences. Sans parler aussi, vous l'avez dit, ce qu'on peut appeler le désert numérique aussi, sans parler aussi de l'augmentation des prix. La concentration des opérateurs téléphoniques à laquelle on assiste aujourd'hui avec le rachat de SFR peut être aussi un autre sujet fort. Mais Philippe Dorge, directeur général adjoint du groupe La Poste, bon, on a entendu Pierre Moscovici qui notamment a parlé des institutions, mais ma première question, puisqu'on se pose la question du tout numérique, fragilise-t-il le lien social, démocratique et territorial, c'est qu'est-ce que le courrier, l'écrit matériel garantit que le flux numérique, lui, ne garantirait pas, ou en tout cas peinerait à offrir? Alors, d'abord, si je plaide ici, c'est pour la liberté de choix. Hein, et comme l'a dit Pierre Moscovici, il ne s'agit pas d'opposer numérique et
papier physique, on va dire, et le courrier. D'abord, je parle aussi un peu de la Poste quand même. Donc je rappelle que la Poste est un acteur numérique de confiance et de souveraineté, en particulier avec DocaPost. Donc la Poste, elle bascule aussi dans cet univers numérique, elle propose des services numériques. Donc je ne parle pas ici pour défendre un usage qui serait au conditionnel, bien sûr, on va le démontrer que ce n'est pas le cas, archaïque, etc. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, la Poste s'adapte. La Poste s'adapte aux usages et la Poste s'adapte aussi aux conséquences des décisions publiques, des décisions des acteurs économiques, de l'État, il faut bien se le dire. Vous savez, et Madame la sénatrice, effectivement, la Poste est dans les territoires, on veut y rester, c'est important, mais ne nous leurrons pas. C'est l'économie du courrier qui permet de financer la présence postale dans les territoires. Si un jour, en France, comme c'est le cas au Danemark, l'État a décidé qu'on ne pourrait plus écrire à l'État, aux administrations, à ses impôts, recevoir ses avis d'imposition, parce que c'est l'actualité en ce moment, eh bien, l'État ne répondra pas. Les services ne répondent pas à un courrier. Eh bien, il n'y a plus de courrier. Et vous l'avez appris, il n'y a plus de poste en réalité au Danemark. Donc, voilà. Donc, c'est la liberté de choix, de pouvoir conserver encore la possibilité de choisir, et sans passer par un canal numérique pour pouvoir exercer ce droit de recevoir un courrier, en tout cas pour les besoins sensibles, importants, que ce soit un contrat de travail, que ce soit une facture, que ce soit pour des particuliers évidemment, que ce soit évidemment les sujets permis de conduire ou autres, ou les impôts, un avis d'imposition. Voilà, c'est ça qui est important. Donc la Poste, de toute façon, elle s'adapte. Mais notre devoir, c'est aussi d'alerter et de dire, attention, ce que nous sommes en train de faire et les conséquences que cela emporte. Alors aujourd'hui, je vais vous donner quelques exemples. Vous avez, et bien sûr, ce n'est pas que l'État et les collectivités publiques, c'est aussi les grands émetteurs, c'est les grandes banques, c'est les mutuelles, c'est les fournisseurs d'énergie. Vous avez aujourd'hui beaucoup de banques qui finalement ne permettent plus de recevoir un relevé de compte par courrier, tout simplement. Vous avez des grandes mutuelles qui proposent encore un droit de recevoir du courrier. Oui, mais il faut le brancher dans l'espace numérique. C'est-à-dire qu'il faut passer par le numérique pour continuer à recevoir un document papier. La DGFiP, eh bien, votre avis d'imposition 2016, d'ailleurs c'était jusqu'à hier, eh bien, vous pouvez encore recevoir votre avis d'imposition papier, mais il faut passer par l'espace numérique pour recevoir votre avis d'imposition. D'ailleurs, c'est trop tard maintenant, on est le 16, je crois, ou le 15, non le 16, donc c'est trop tard, c'était hier. Voilà. On nous parle, puisqu'on parle de démocratie aussi, on nous parle bientôt peut-être de recevoir des professions de foi au moment des élections par le numérique, de ne plus recevoir, vous savez, les professions de foi que vous recevez avec les bulletins de vote, qui permet à la famille un peu de délibérer, de discuter. Beaucoup de jeunes d'ailleurs découvrent les candidats uniquement par cet envoi de courrier, ou un peu sur les panneaux d'affichage, mais ils ne sont pas toujours actualisés. Voilà, donc c'est ça qui est important. Alors on nous présente souvent, et je crois que c'est très intéressant ce qu'a dit Pierre Moscovici, comme une évolution inéluctable, ce serait le progrès. Bon, c'est le progrès, oui. Simplicité d'usage au début, mais aujourd'hui, effectivement, avec les sujets de fraude, avec les sujets d'usurpation d'identité, de piratage, c'est quand même de plus en plus complexe d'aller chercher un certain nombre de choses, et ce sera de plus en plus complexe. On nous dit que c'est pour faire un geste pour la planète. Non, on remplace une matière par une autre matière. Et vous l'avez forcément fort bien expliqué, quand on fait des analyses de cycle de vie, le papier étant recyclé 7 fois, étant fabriqué aussi avec des débris de bois, etc., il n'y a pas de sujet pour la planète. Et d'autant plus que les serveurs aujourd'hui sont de plus en plus consommateurs d'énergie. On parle maintenant du numérique qui a dépassé la consommation de l'aviation commerciale dans le monde. Et avec l'IA, on va évidemment continuer à tout cela. Donc on remplace une matière par une autre matière. Voilà, donc ce qui est important, me semble-t-il, c'est de ne pas opposer les deux. La Poste s'adaptera de toute façon, mais il faut bien voir les enjeux dans les territoires, de présence postale qui est liée à l'économie du courrier, et surtout eh bien, ce sujet de la liberté de choix, sans passer par un canal numérique, pour pouvoir recevoir encore un courrier quand on le souhaite, pour des communications essentielles ou importantes. Philippe Dorge, vous avez dit plusieurs choses importantes, mais je voudrais revenir sur l'une qui me semble déterminante. Ici, on est au Sénat, la Haute Assemblée, la représentation nationale.
la chambre des territoires, cher Laure Darcos, qui a bien connu la Dordogne, Périgueux et avec Xavier. Mais, monsieur le directeur général, l'idée quand même qu'un jour, on ne reçoive plus les professions de foi ou le courrier électoral, ça, c'est une vraie rupture du lien démocratique, me semble-t-il. Absolument, c'est pour ça que, à titre de citoyen, et puis en tant que postier, je crois que c'est essentiel, et je l'ai évoqué. La communication écrite, mais on pourrait y revenir, elle est impactante par rapport au flux maintenant de messages digitaux que nous recevons. Lorsque nous recevons un papier, eh bien, ça fait foi, c'est quelque chose qui prête l'attention, ça capte l'attention du destinataire. Aujourd'hui, le courrier, c'est plus le courrier que vous envoyez, c'est le courrier que vous recevez. C'est 98-99%. Maintenant, c'est le courrier que vous recevez. Le service postal, en fait, c'est aujourd'hui la capacité d'être raccordé dans les territoires à un système logistique et de présence humaine. Derrière la Poste, évidemment, c'est la République, mais c'est cette économie de ceux qui envoient du courrier encore, les administrations, les compagnies d'assurance, les banques, les grands émetteurs. Et ces grands émetteurs, ils vont continuer à vous envoyer du courrier, y compris publicitaire, parce que le courrier, si vous recevez du courrier publicitaire, c'est que vous le lisez, et ça montre bien qu'il y a ce qu'on appelle en économie un ROI, pour celui qui envoie une publicité par le courrier. Donc ce qui fait fonctionner l'économie du courrier, ce ne sont plus les particuliers qui envoient, ce sont les particuliers qui reçoivent, et ceux qui payent, évidemment, ce sont ces grands émetteurs. Évidemment, les lois que nous pouvons adopter, et quand on voit simplification de la vie, etc., éco-responsabilité, vous le voyez toujours, je dis simplement que discutons de ce sujet, et parfois c'est quand même imposé, disons-le, par des impératifs de gestion, c'est pour faire des économies. Donc la planète, l'éco-responsabilité dans ce sujet est peut-être un peu mis en avant. Voilà. Merci Philippe Dorge pour cette première intervention. Rudy Frédéric Cazzi, mon cher Rudy, délégué général des associations des élus de France. Sur le terrain, très concrètement, où est-ce que ça casse en premier? Alors, je discutais tout à l'heure avec quelques élus ici présents dans cette salle. Il y a toujours, et peut-être que Philippe Dorge aura des choses à rajouter, il y a toujours la question de ne touchez pas à ma boîte aux lettres parce que mes concitoyens ne vont pas être contents. Ne fermez pas mon bureau de poste parce que c'est un lien social tellement important dans ma commune qu'il y a un sujet. Est-ce que c'est des sujets qui remontent auprès du délégué général de l'Association des élus de France? Évidemment. Alors, d'abord, merci pour l'invitation et je salue aussi Laure Darcos. Nous sommes élus sur le même territoire et je suis très content de retrouver ma chère Laure. Et oui, évidemment, ce lien pose question dans la mesure où il y a de plus en plus de bureaux de poste qui ferment ou qui transitent vers des points de contact. Et donc, évidemment, c'est le lien, en fait, avec la population qui est un peu remise en question, entre guillemets. Et surtout, en fait, c'est les personnes âgées. Nous, ce qui véritablement nous pose véritablement problème, c'est que les personnes âgées ont un lien avec les bureaux de poste, avec le facteur. On compte quand même aujourd'hui à peu près 60 500 facteurs, je le dis sous le contrôle de M. Dorge. Donc, ce sont quand même des personnes qui ont un lien particulier avec la population sur tout le territoire et qui ont aussi une connaissance du terrain. À côté de ça, vous avez, parmi les personnes âgées, on en discutait, on est à peu près à 60,9% d'électronisme donc sur tout le territoire, ce qui veut dire que lorsque le numérique augmente, de facto, eh bien, c'est les personnes âgées, donc de 75 ans et plus, qui manquent de pouvoir en fait avoir ce contact avec le numérique. Donc, véritablement, c'est une situation en fait d'isolement pour les personnes âgées, pour cette partie en fait de la population, et pour nous qui sommes élus de terrain, pour nous qui sommes élus sur les territoires. Et là, je parlais de l'Essonne en particulier, qui est quand même un département qui a un département qui a une particularité d'être aussi bien urbain que rural. Et donc la situation de l'isolement, la situation de différentes fractures territoriales, on ne va pas parler aussi des désertifications médicales, mais tous les retraits du service public impactent premièrement les personnes âgées. Et donc nous, en tant qu'élus,
cette volonté en fait de pouvoir conserver le lien avec la population par rapport à la Poste, en fait, c'est qu'on demande tout simplement que cette mission de service public, pas seulement celle du service universel postal, donc qui distribue tous ces millions de plis, 6 jours sur 7, mais aussi cette mission de service public concernant l'aménagement et le développement du territoire, qu'elle soit véritablement conservée. Je pense qu'on va y revenir tout à l'heure, mais le véritable impact, il est financier. Mais parfois, il est aussi au niveau du fonctionnement. Juste pour finir là-dessus, je reprendrai un témoignage d'une collègue que Laure connaît aussi bien, c'est Dominique Bougreau, qui est l'ancienne maire de Lardy. Justement, j'étais au téléphone hier avec elle, qui avait mis en place une mobilisation vraiment extraordinaire sur sa ville il y a encore quelques mois, tout à fait, et qui était sous la menace donc d'un retrait d'un bureau de poste. Alors en plus, en 2018, me disait-elle qu'elle avait été contactée par la Poste pour lui demander de pouvoir passer en point de contact, c'est-à-dire en fait en agence communale, ce qu'elle a refusé parce que ça engage des frais, location commerciale, etc. Et malheureusement, elle s'est rendue compte que cette année, la présence postale sur sa commune baissait drastiquement. Je parle vraiment du taux horaire en réalité. Donc la mobilisation s'est mise en place avec des pétitions et donc les personnes âgées qui se sont mobilisées pour que puisse être décalée d'un an ou plus donc cette régression de la présence postale sur sa ville. Donc vous voyez le type en fait de mobilisation que nous sommes obligés de mettre en place pour des raisons d'abord de financement, de baisse de financement, les compensations, etc. Mais parfois aussi, quand même, il faut dire, le fonctionnement au quotidien de la Poste. Voilà, on est des partenaires sur le terrain. Hein. Je ne vais pas revenir sur le contrat de présence postale territoriale. On en parlera un peu plus tard parce que c'est très important de l'évoquer. Mais voilà, on trouve parfois quand même un peu dommage qu'il y ait un fonctionnement qui va à l'inverse. Alors, avant de donner la parole à Charles Giolle, sans remonter au relais de Poste et savoir comment, au XVIIIe ou XIXe siècle, finalement, la Poste a aussi créé, j'allais dire, un sentiment d'union, de fierté nationale, quand même. Philippe Dorge, un mot, parce que souvent, là, il y a encore un maire qui m'en parlait tout à l'heure, oui, c'est un sujet, les boîtes aux lettres, mais comme vous le disiez, l'essentiel du courrier aujourd'hui, c'est pas le courrier qu'on envoie, c'est le courrier qu'on distribue. Donc, par définition, est-ce que vos boîtes aux lettres sont de plus en plus vides ? Vous avez 25% des boîtes aux lettres qui sont vides. On fait 2 opérations de comptage sur 2 quinzaines par an. Donc, s'il y a 25% des boîtes aux lettres qui sont vides, donc moi, je dis aux élus en général, si vous voulez garder votre boîte aux lettres, arrangez-vous pour mettre du courrier dedans. C'est la meilleure manière. Un service public, c'est un service public utile. Hein. Donc, une boîte aux lettres qui est vide, pourquoi on demanderait à quelqu'un de passer du temps tous les jours Voilà. Le sujet, si vous voulez, c'est d'où vient, c'est l'origine de cette évolution. Parce qu'après, on dit la Poste ci, la Poste là, vous êtes ici. On va peut-être retarder d'1 an, peut-être la fermeture de tel bureau. Mais si vous voulez, encore une fois, c'est l'économie du courrier. Parce que rappelons-nous quand même les déficits des missions de service public de la Poste. Hein, c'est près d'1 milliard d'euros. C'est-à-dire que l'État ne compense pas à hauteur d'1 milliard d'euros les déficits des missions de service public dont on parle. Donc la Poste, elle assure, mais simplement elle est aussi la Poste en face d'Amazon, en face des plateformes de e-commerce. Dans le domaine de la banque, elle est en concurrence avec les autres banques. Donc il n'y a pas de raison que les activités concurrentielles soient là pour pourvoyer. C'est un impôt, si vous voulez, supplémentaire finalement qui pèse sur la Poste pour financer tout cela. Donc on s'adapte encore une fois et on veut rester dans les territoires, on veut maintenir la boîte aux lettres. Mais à l'origine de cela, il y a quand même des décisions, des délibérations, et y compris politiques, de dématérialisation accélérée qui amènent... On était à 18 milliards de lettres en 2008, 5 milliards, vous l'avez dit, en ce moment, c'est-à-dire 18 milliards, 5 milliards. C'est 7 à 8 milliards de chiffre d'affaires en moins. Hein. Et quand on sera en 2030, peut-être 2,5 milliards de lettres. On va encore diviser par 2 le volume de courrier d'ici la fin de la décennie. Et ça, pardon, mais c'est la conséquence de décisions qui sont prises. Ces décisions, elles ne sont pas forcément inéluctables, mais elles privilégient le monocanal numérique, sous prétexte, encore une fois, de simplicité, dont on peut débattre ici, encore une fois, de sécurité. Oui, bon, je garde des papiers, moi, personnellement, d'il y a 10 ans, 15 ans. Un papier, c'est intangible, sécuritaire, voilà. Donc il faut donner cette option de choix. Parce que si cette option de choix n'est pas respectée, ce droit n'est pas donné, eh bien vous aurez
continuité. Et comme au Danemark, c'est inéluctable. Dans 10 ans, vous ne pourrez plus utiliser le courrier. Il n'y aura plus d'offres de courrier. C'est ça l'enjeu. Est-ce que vous voulez une société sans courrier et donc sans poste local? La poste, encore une fois, il y aura toujours la banque postale, il y aura quelques relais postes dans les grandes villes, des maisons France Service, oui, pour essayer de compenser. Mais vous imaginez, on dépense d'un côté pour essayer de compenser quelque chose qui existait déjà. Les bureaux de poste, parlons-en, il y avait 3 millions de visiteurs des bureaux de poste il y a encore 10 ans. Maintenant, c'est 900 000. Et donc, ça va continuer. Donc, avant de finir de dire c'est simple, c'est plus écologique, etc., regardons aussi d'abord cette question fondamentale politique de liberté de choix et les conséquences que cela entraîne. Merci Philippe Dorge. Charles Giolle, j'ai toujours eu le sentiment que l'imprimerie de Gutenberg avait démocratisé l'accès au savoir. Les moines copistes, quand ils écrivaient des livres à la main, par définition, leur production était faible et l'accès au savoir était faible. Est-ce que la Poste, d'une certaine manière, a contribué à forger un sentiment national? C'est-à-dire, elle a participé à la construction du lien qui fait République aujourd'hui. C'est pour ça que je faisais la comparaison entre l'accès au savoir et l'accès au lien social grâce au maillage territorial historique de la Poste. Oui, c'est même décisif, puisque on parle généralement évidemment du développement des transports au XIXe siècle, les chemins de fer au premier lieu, le développement évidemment de l'école, mais la Poste, et en particulier ce service public que tout le monde, dont tout le monde mesure ici l'importance, qui est la relève et la distribution du courrier, eh bien, a joué un rôle tout aussi essentiel dans la deuxième moitié du XIXe siècle, dans en particulier le désenclavement des campagnes, ce qu'on appelle aujourd'hui donc les territoires, mais à l'époque les campagnes qui, au XIXe siècle, concentrent encore la majorité de la population française, ne l'oublions pas. Et donc, ce service public, qui est sinon en péril, mais en tout cas, qui évolue très vite, trop vite peut-être, il a une histoire, et c'est peut-être il est intéressant d'en connaître les grandes dates. Et cette démocratisation en particulier, je voudrais insister là-dessus, de la relève, enfin du courrier dans les campagnes, bien, elle a reposé sur un volontarisme politique majeur, et à l'autre bout de la chaîne, sur des efforts humains. Je pense aux fameux facteurs ruraux qui marchaient, qui faisaient des tournées quotidiennes de 30 à parfois 50 km, chaque jour, 7 jours sur 7, pour relever, distribuer ce courrier. Et sans vous assommer de dates, il y a 2 dates quand même à retenir. 1830, donc à la toute fin de la Restauration, la fin du règne de Charles X, les campagnes ne bénéficient pas encore véritablement du service du courrier. Il y a plus de 35 000 communes sur donc, les 36 000 à l'époque que compte la France qui n'ont pas de bureau de poste. Alors, comment ça se passe quand on envoie un courrier à la campagne? Eh bien, il attend son destinataire dans le bureau de poste le plus proche, mais qui peut parfois être à des dizaines de kilomètres. Et c'est donc en 1830 que l'État, pour la première fois, décide de développer un service postal rural. Et il s'incarne dans les facteurs ruraux qui apparaissent et qui vont devenir des personnages clés dans les campagnes, des héros absolument, par leur prouesse physique, mais aussi par leur bonhomie et puis par les services qu'ils rendent. Par ailleurs, c'est intéressant de noter que dès 1835, ils ont un uniforme, ces facteurs ruraux, qui est aux couleurs de la France. La France, depuis 1830, a un drapeau tricolore et non plus blanc. Et bien, ces facteurs ruraux, ils portent une blouse bleue avec un col rouge. Ils auront bientôt un képi avec une cocarde tricolore. Donc, voilà, jusqu'alors, dans les campagnes, les représentants de l'État qu'on voyait, c'était essentiellement les percepteurs, parfois le juge. On est en général plus heureux de chaque jour d'accueillir chez soi le facteur rural. Voilà.
Donc, bon, ce service, cette poste rurale se développe à partir de 1830, mais il y a quand même une autre date, voilà, qu'il faut retenir, 1848. 1848, c'est tout à fait décisif dans l'équité justement de ce service public, puisque jusqu'alors, eh bien, le coût de l'acheminement du courrier était proportionnel à la distance. Eh bien, en 1848, la Deuxième République décide bien que désormais le coût de l'affranchissement sera le même, quelle que soit la distance parcourue par les lettres. Et qu'est-ce que vous diriez, Charles, qu'est-ce qu'on risque de perdre en fait? Parce que j'ai en tête, vous voyez, les Français sont aussi marqués, même si tout le monde n'aime pas le cinéma, mais François le Facteur, mis en scène physiquement par Jacques Tati, vous vous souvenez, en 1949, jour de fête. Pour les Français, ça fait partie de l'inconscient collectif, la distribution de ce courrier. Donc, si on regarde un peu plus loin, si l'historien se projette, qu'est-ce qu'on perd aujourd'hui si, par exemple, la vague du numérique, avec tous les inconvénients qu'elle comporte, emportait tout? Ben, je l'ai dit, le facteur, dans les campagnes en particulier, incarne l'État. Hein, et c'est une figure très sympathique. Donc, c'est un visage agréable de l'État. Et évidemment, le recul des bureaux de poste voilà, est un des éléments clés du recul de la présence de l'État et donc de la distanciation du lien, en particulier dans les territoires, des citoyens avec l'État et la démocratie. Merci beaucoup. Philippe Dorge, le facteur évolue aussi dans ses missions. C'est important de le rappeler. Oui, parce que pour encaisser un passage de 18 milliards de lettres par an à 5 milliards, oui, et ça va continuer, pour les 50 000 postiers. Oui, il y a 50 000 facteurs. C'est évidemment d'essayer d'injecter des activités nouvelles, c'est-à-dire de mutualiser ce réseau. En fait, souvent je le dis, la Poste Service Courrier Colis, finalement, c'est le transport en commun de la petite marchandise, hein, de l'information, mais aussi des colis que vous recevez, etc. Des paniers repas aussi, on parlait du vieillissement de la population. Voilà, donc ce sont des activités nouvelles que nous développons. Mais, je précise tout de suite, ça ne compensera pas cette baisse, ces 500 millions d'euros de baisse de revenus pour la Poste chaque année, hein, du fait de la baisse du courrier. Donc chaque année, on sait qu'on aura 500 millions d'euros de moins. Voilà, donc c'est une course, si vous voulez, à la fois d'adaptation. La conséquence, c'est aussi du tout numérique et c'est l'augmentation du prix du timbre, parce qu'évidemment, vous avez l'inflation, mais vous avez aussi essayé de compenser l'impact de la baisse des volumes, qui n'est pas compensé intégralement, encore une fois. Mais voilà, c'est des adaptations que nous voyons tout le temps. Donc la Poste, elle s'adapte. Les facteurs, aujourd'hui, sont multitâches. Ils livrent les colis, ils continuent d'apporter le courrier. Mais j'insiste sur le fait que nous sommes le transport en commun de l'information et la marchandise. Si le courrier continuait à baisser vraiment de façon importante, finalement, ce service public du transport en commun, qui est écologique, évidemment, puisqu'en même temps, on transporte les colissimo, les chronopostes, etc. Eh bien, ce système de mutualisé va laisser la place à plus de messageries, à des opérateurs, évidemment, qui sont liés à des grandes plateformes de e-commerce, parce que les grands e-commerçants, je ne veux pas citer de nom, mais vous les connaissez tous, qui à 40% quand même confient à la Poste le soin d'apporter ces colis, parce qu'ils utilisent justement ce transport en commun de la marchandise. Eh bien, eux, ils ont suffisamment de volume pour, évidemment, organiser leur propre système logistique. Et donc, vous allez avoir une démutualisation à un moment donné de ce service, finalement, de transport en commun, qui est un bien commun, me semble-t-il, pour toutes les raisons que vous avez indiquées sociétales, mais aussi parce que d'avoir une personne qui va jusqu'au domicile, qui va vous apporter le courrier, votre information, votre journal, vos colis, un seul passage, c'est un bien commun, qui est mis en danger par ce tout numérique dans lequel on ne laisse pas le choix, parce qu'encore une fois, le fonds de courrier, est-ce qu'il restera 2 milliards de lettres ou 3 milliards? C'est une différence qui est très fondamentale. Philippe Dorge, quand je vous écoute prendre la parole publiquement ou dans vos interviews, il y a des mots-clés qui reviennent. Alors, vous en parlez évidemment avec passion. Vous dites souvent que l'écrit n'est plus un canal de volume, mais un canal d'impact. J'aimerais que vous nous expliquiez, parce que vous le dites souvent, et vous employez souvent aussi l'adjectif tangible. Le support papier est tangible.
Oui, il est impactant. Ça, c'est toutes les enquêtes que nous organisons. On a une organisation, un sondage qui s'appelle Balmétrie, qui nous permet plus de 80% des Français, d'ailleurs, ont toujours le réflexe d'aller à leur boîte aux lettres, peut-être pour leur journal ou leur courrier, mais aussi pour les colis. Et donc, la boîte aux lettres reste autour du domicile un lieu de communication, de contact. Et encore une fois, cette idée d'être raccordé. Je reviens sur quand même vous avez indiqué les personnes âgées, mais aujourd'hui, on a à peu près 16 à 17 millions de Français qui sont en réalité dans l'électronisme, et pas que des personnes âgées. Hein. Et vous avez donc un adulte sur 6 qui n'est pas du tout, mais pas du tout à l'aise sur le canal tout numérique. Voilà. Ou parfois plus qui sont largués. Je me mets dans cette catégorie. Puis il suffit de changer d'une boîte, la compatibilité d'un système. Les fraudes, évidemment, le piratage, etc., obligent à une complexité croissante, et ça va continuer, heureusement. D'ailleurs, on vous demande des doubles authentifications, triple authentification, etc. Donc ce sera de moins en moins simple d'usage. Et je dis simplement, voilà, par rapport à cette situation, donnons l'option, toujours, de choisir la réception d'un courrier, qui est tangible, vous l'avez dit, parce que c'est vous authentique. qui employez souvent ce mot. Oui, et puis c'est impactant parce que nous avons encore beaucoup d'annonceurs, heureusement, en publicité. Et c'est ça qui fait vivre aussi l'appareil de logistique et dont on parle. Hein, c'est qu'elle a un impact. C'est que les annonceurs savent que lorsqu'ils vont faire une campagne de dons, par exemple pour une fondation, ils envoient des courriers, ils ont un retour sur leur investissement. Le courrier coûte à peu près 7 à 8 fois plus cher, évidemment, quand on envoie un SMS. Un SMS, c'est 7 à 8 centimes. Un courrier publicitaire, c'est 45 centimes. Donc c'est un investissement de faire des campagnes papier. Mais s'ils continuent à le faire, c'est qu'il y a un retour sur investissement. Ça montre bien qu'il y a une économie de l'attention. Les gens qui reçoivent du courrier, ils le mettent sur la table du salon, on en parle en famille, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les professions de foi des candidats, au moment des élections, eh bien, on continue à le recevoir en papier. Isabelle Roche, Philippe Dorge vient d'en parler, mais on a entendu aussi Pierre Moscovici aborder le sujet des cyberattaques, de l'hameçonnage, des rançons demandées à des boîtes. D'une certaine manière, c'est aussi un sujet de résilience, j'allais dire, presque nationale, presque internationale, parce que devant ces cyberattaques sur le numérique, bon, d'abord, on devient tous extrêmement méfiants des mails qu'on reçoit, de tous ordres, d'ailleurs, des cadeaux qu'on a gagnés. Et il y a beaucoup de ces mails qui passent d'ailleurs dans nos spams. Et il y a une véritable, me semble-t-il, défiance qui se met en place, notamment peut-être chez les plus seniors vis-à-vis de ce courrier électronique, parce qu'il y a de la cyberattaque, parce qu'on est attaquable presque sur chaque mail qu'on reçoit. Oui, alors c'est vrai que les cyberattaques, on a d'ailleurs on a une commission d'enquête au Parlement. Alors, ce n'est pas exactement sur la cyberattaque, mais sur les dépendances au numérique. Donc, j'aurais envie de dire, ça le rejoint. Mais j'aurais eu envie, si vous le permettez, cher Éric, de rebondir sur différents propos qui ont été tenus auparavant. Parce que moi, ce qui me frappe, en fait, dans ce qui est dit, c'est que finalement, en creux, c'est quoi le sujet? C'est le lien social. C'est finalement, avant, on attendait le courrier et savoir si on avait reçu une lettre ou autre. Et c'était ce lien, le lien avec le facteur et le lien avec qui on allait discuter de la lettre ou du courrier reçu. Maintenant, recevoir un mail, c'est pas l'interaction n'est pas la même qu'avec la machine, qu'avec un être humain. Donc on voit bien que effectivement cette économie du numérique, et on le voit, on n'en pas parlé des IA génératives où certains les prennent comme confidents, vont les prendre même peut-être comme psy. On voit bien qu'en fait on a besoin d'avoir ce lien, on a besoin d'être reliés les uns aux autres. On a une explosion de la solitude, c'est montré dans différentes enquêtes. Donc finalement ce dont nous débattons ce matin, c'est plus comment on continue à faire société, comment on continue les uns les autres à être reliés. Donc, est-ce que c'est par du tout numérique? On se rend compte que ça va peut-être pas être l'idéal. C'est effectivement un mixte, c'est du numérique, c'est du physique, que ce soit du papier, que ce soit aller dans un café. On sait aussi que la disparition des cafés crée des problèmes démocratiques. Donc, on voit bien qu'à chaque fois qu'on rompt ou qu'on éloigne du lien social physique, on éloigne aussi de la démocratie. Mais je vais quand même répondre à la question de la cybersécurité, puisque c'était celle que vous posiez. Mais j'avais envie en fait de réagir sur ce qui a été dit. Et là, vous disiez la cybersécurité, finalement, est-ce que c'est pas les plus âgés qui sont
inquiets ou autres. Non, c'est toute la population. Et c'est là où je m'inscris aussi en faux avec peut-être ce qui a été dit, mais je suis d'accord, ce n'est pas que les personnes âgées qui ont un problème. C'est tout le monde. L'électronisme touche tout le monde, la peur, elle touche tout le monde. Et on voit même, justement, c'est un problème aussi pour les entreprises, ce qu'on appelle les digital natives. Ah, ils sont super pour scroller sur les réseaux sociaux, mais pour se servir des outils, on va dire, plus communs, qui sont Word et Excel, des fois, c'est un peu plus compliqué. Donc, on voit bien qu'on a aussi une éducation à faire de toute la société, jeunes, vieux, et de tout le monde, sur c'est quoi le numérique, qu'est-ce que ça nous apporte, quels en sont les dangers, quelles en sont les limites, mais quelles en sont aussi les potentialités. Et si on ne fait pas cet effort-là, effectivement, on aura une société, alors je ne sais pas si on peut dire à 2 vitesses, mais où les cyberattaques vont fragiliser durablement tout notre modèle. Donc oui, on a besoin que l'État s'en empare. On a déjà Viginum pour les ingérences étrangères, pour détecter toutes les attaques que l'on peut avoir. Et puis, maintenant, des plans de résilience, des plans de continuité qui sont mis soit au sein de l'État, soit au sein des entreprises, pour que justement, en cas de cyberattaque, on puisse faire face et que un hôpital ne tombe pas comme ça. Voilà, parce que c'est ça le risque. Parce que bon, j'ai envie de dire que notre boîte mail, à nous particuliers, je dis bien particuliers, je ne dis pas en vos qualités professionnelles, mais en tant que particulier, bon, c'est gênant, on va râler, ok. Mais quand un hôpital tombe, là, ce sont des vies qui sont en jeu. Donc, on voit effectivement que la cybersécurité est un enjeu majeur, mais elle est de la responsabilité de tous et d'une éducation de tous, justement, au risque que l'on peut encourir. Monsieur Cazzi, juste sur vous parliez des facteurs tout à l'heure, et moi j'ai parlé parce que c'est évident, ça reste dans l'inconscient collectif de Jour de fête de Jacques Tati, de François le facteur sur ce. Oui, alors vous étiez trop jeune, mais regardez, c'est un film mythique de Jacques Tati, voilà, et qui met en valeur le personnage du facteur dans les petites communes précisément. Cette image, elle est toujours présente. C'est un film que je n'ai pas connu, mais il me semble qu'il y a... Jour de fête, donc Jacques Tati, 1949. Je n'étais pas né non plus. Mais Jacques Tati, le génie, héroïse le personnage du facteur. Non, mais vous avez raison. Mais il me semble qu'il y a un film de Fernandel où il joue aussi un facteur. J'étais pas né non plus. Non, je plaisante. Voilà. Je plaisante. J'ai un petit peu de culture. Non, mais le rôle du facteur reste primordial. Non, mais puisqu'on parle de lien social et de lien démocratique. Je suis pleinement d'accord sur cela. Je précisais que je ne disais pas que l'électrolysme, ce n'était pas que les personnes âgées. Évidemment, ça concerne une majeure partie de la population, je l'ai dit, et d'ailleurs sur les territoires, dans la ruralité, mais aussi dans certains de nos QPV. Sauf que pour nous, élus locaux, évidemment, l'enclavement, l'isolement, le retrait des services publics a un impact considérable sur les personnes âgées. Mais effectivement, oui, le facteur, c'est le héros du quotidien. J'ai été facteur. Voilà, que ce soit dit ici. Oui, tout à fait. Non, dans le 16e arrondissement, rue de la Pompe, il y a près d'une vingtaine d'années de cela, je fais jeune, mais je ne le suis pas tout à fait, enfin en tout cas. Oui, donc j'ai travaillé pour la Poste, donc j'ai ce regard-là. Et puis dans mon association, il y a beaucoup d'élus qui sont aussi qui travaillent aussi dans le groupe La Poste, comme des conseillers départementaux, etc. Donc cette vision 360, nous l'avons. Et évidemment, il n'y a encore pas longtemps, j'ai discuté avec mon facteur parce que j'avais des difficultés de réception de colis, etc. Donc on a besoin d'avoir ce contact avec les facteurs au quotidien parce qu'ils sont finalement, ça l'a été dit tout à l'heure, qu'ils sont quelque part les représentants de l'État au niveau du territoire. Mais un petit peu comme nous, en fait, les élus locaux, nous sommes quelque part un peu le dernier rempart du lien avec la population. Et quand nous sommes dans nos rues, on est au contact des administrés, et que ce soit, comme dit le président du Sénat, Gérard Larcher, à portée de gifle, à portée de baffe, on prend de plein fouet tout le ressentiment parfois qui peut exister dans la population, mais c'est utile parce que parfois on peut parfois rassurer la population. Donc le facteur joue aussi ce rôle. C'est pour ça qu'il y a une nécessité de pouvoir maintenir autant que possible. Évidemment, on ne peut pas lutter
enfin du moins on ne peut pas penser que le numérique ne va pas aller en grandissant, que ce soit au niveau des usages qui évoluent, que ce soit au niveau de la baisse des envois de courrier, mais aussi l'augmentation des envois de colis. La Poste, au quotidien, c'est notre partenaire. Et on a une volonté aussi que la Poste puisse se maintenir à flot. Moi, je vais citer les noms. Il y a Amazon qui a lancé il y a un mois ou un mois et demi de cela, un nouveau service qui s'appelle Amazon Supply Chain Services. Okay, donc, en fait, leur ambition, c'est de sauter la Poste, tout simplement, sur le transport et la livraison de colis. Donc ça, pour nous, ce n'est pas possible, en fait, parce que Amazon n'est pas mu par cette mission de service public que la Poste a et que nous souhaitons accompagner. Quand je parlais, par exemple, tout à l'heure du contrat territorial de présence postale, c'est une gouvernance tripartite avec l'AMF, président David Lisnard, que tu connais bien, et c'est aussi la Poste, évidemment, et ce sont des services de l'État. L'objectif étant de pouvoir faire en sorte que les règles fixées par la mission de service public d'aménagement du territoire, donc l'accessibilité, l'aménagement, etc., soient véritablement préservées. Un des problèmes que nous rencontrons, c'est la baisse des compensations de l'État, notamment dans le cadre du PLF 2026, qui fait que, si vous voulez, l'enveloppe qui est nécessaire pour le bon fonctionnement de cette mission de service public est normalement de 174 millions. Voilà. Le problème, c'est que dans ce PLF, elle va être minorée à hauteur de 130 millions. Oui. Or, les dépenses au quotidien dans cette mission de service public s'élèvent à 173 ou 174 millions. Donc, cela veut dire que par rapport à la dotation de l'État cette année, il y aura de facto des points de contact. Je pense que M. Dorge ne me contredira pas. Il y aurait des points de contact qui peut-être ne seront pas suffisamment dotés pour continuer de fonctionner normalement. Donc ça, ce sont des réalités que nous rencontrons au quotidien et qui, in fine, mettent à mal, j'ose croire malheureusement, le lien que nous avons, la Poste et les élus locaux, avec la population. Merci M. Cazzi de ces chiffres. M. Giolle, historien, comment a évolué la confiance dans l'écrit ? Parce que une époque que personne n'a connue dans cette salle, à l'époque où on payait avec des assignats. Alors, ils étaient imprimés, mais les signatures des donneurs d'ordre et les numéros des assignats étaient écrits à la main. Comment a évolué la confiance dans l'écrit ? Est-ce que cette confiance se réinvente ? Est-ce qu'elle se perd ? Ou est-ce que, comme moi qui commence à avoir un certain âge, je préfère aller dans mon bureau de poste pour envoyer ma lettre recommandée que le faire par Internet, je l'avoue. J'ai ce sentiment que ma lettre recommandée sera bien envoyée. Alors déjà, rappeler que l'écrit n'est pas maîtrisé par une partie de la population avant la Troisième République. Mais alors vous parlez des services financiers. Je peux notamment évoquer la création du mandat, qui a été quelque chose d'essentiel, évidemment, dans le développement de la Poste. C'est là encore sous la Restauration. Et c'est un service très, très, très populaire, très vite, qui, évidemment, fait gagner du temps. Et pour éviter de transporter des espèces, on sait que sous la Révolution, il y a eu une attaque bien connue d'une diligence où on a subtilisé des sommes énormes. Donc on préfère dématérialiser, si j'ose dire, le transfert d'argent. Mais voilà, c'est un service très populaire et ça va être par ailleurs la base des services financiers qui se développent au XIXe siècle de la Poste. Et la Poste, ça devient, à la fin du XIXe siècle, avec la création des livrets d'épargne de la Poste, et puis ensuite des premiers comptes courants de la Poste, ça devient la banque des plus modestes, les plus modestes, notamment dans les campagnes, étant méprisés par les banques privées, on va dire. Donc voilà, en tout cas, il y a cette confiance en la Poste, alimentée au quotidien, qui se traduit également dans un domaine financier. Alors j'aimerais qu'on a, pour la dernière partie de ce Club L'Hémicycle, Philippe Dorge, j'aimerais qu'on aborde les pistes
les pistes d'évolution, peut-être vers un modèle hybride, hein, parce que comme vous l'avez dit en propos liminaire tout à l'heure, la Poste passe aussi au numérique, est souvent très innovante sur le sujet. Vous avez parlé du Danemark tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de pays autour de nous, peut-être en Europe simplement? Le Danemark est un contre-exemple. Oui, mais qui mettent en place des modèles hybrides alors que le Danemark a rayé d'un trait de plume tout le courrier. En fait, ce dont il s'agit, ce n'est pas, encore une fois, d'opposer toujours le papier et numérique, mais c'est en fonction de l'usage, et en particulier lorsqu'il y a des communications sensibles, importantes, de pouvoir toujours utiliser le courrier. Deux, trois exemples que j'ai lus en préparant cette réunion. Par exemple, j'ai lu que dans le projet, alors je ne sais pas si c'est un projet de loi ou une modernisation de services publics, par exemple, les fonctionnaires, leur contrat de travail, ils pourront avoir uniquement un contrat de travail numérique, c'est-à-dire sur leur espace numérique et pas en papier. Bon, personnellement, j'ai mon contrat de travail de la Poste. Alors, il peut arriver quelque chose chez moi, un incendie, mais enfin, vous voyez, je veux garder de façon tangible mon contrat de travail. Donc, quand on a des communications sensibles, lorsqu'on est en litige avec une partie, lorsqu'on veut contractualiser, il y a des moments où, effectivement, on doit pouvoir avoir le choix, ne serait-ce que parce que, comme on l'a dit, il y a un adulte sur 6 qui n'est pas du tout capable, en capacité d'utiliser le tout numérique. Donc cette liberté de choix est importante d'exercer cette option et sans passer par le numérique pour exercer cette option. Alors l'hybridation, oui, parce qu'encore une fois, ça nous permet, et spécialement dans les produits postaux à l'étranger, mais en France aussi, hein, d'hybrider des solutions. Par exemple, la lettre en ligne, alors un particulier peut le faire, mais les grands émetteurs de courrier envoient un fichier numérique, et c'est imprimé par la Poste, c'est mis sous pli par la Poste, et c'est remis physiquement aux destinataires. Et donc là, vous voyez, dans le processus, c'est une hybridation. Vous avez par exemple le développeur de mail aux États-Unis, mais au Canada aussi, je crois que la Suisse aussi là. C'est une application numérique qui vous permet de savoir finalement qu'est-ce que vous recevez, une sorte de tableau de bord de vos réceptions de courrier, et en même temps, vous avez bien sûr l'écrit qui arrive malgré tout. Voilà, c'est l'hybridation. Et encore une fois, lorsqu'il y a des communications sensibles et importantes, de pouvoir encore utiliser le papier qui me paraît important. Et au fond, je le répète, c'est quand même l'économie du courrier. À 2-3 milliards, on pourra encore une fois, financer cette présence territoriale. Les facteurs, il y en a un peu moins quand même, des tournées, on adapte quand même le nombre. Mais quand le courrier baisse de 9 à 10% en volume par an, c'est-à-dire que quand je parlais des 500 millions d'euros, c'est ça, c'est 10 à 12%. On adapte les organisations des facteurs de l'ordre de 4%, 4 à 5% selon les années. Donc on adapte 2 fois moins vite que la baisse des volumes du courrier. Et évidemment, c'est bien de créer des francs-services, de nouveaux points de contact, de dépenser de l'argent pour cela. Mais attendez, il y a déjà ce maillage postal territorial, les facteurs jusqu'au domicile, et les factrices, parce que la majorité des facteurs sont des factrices, et aussi les bureaux de poste. Mais voyez, cette économie, elle est importante pour la démocratie et le lien social. D'ailleurs, vous avez utilisé un mot tout à l'heure, vous avez dit relier les uns aux autres. Ça tombe bien, c'est la raison d'être de la Poste. Alors, dans cette dernière partie, elle est importante pour la rédaction de l'hémicycle, puisqu'on va nourrir le papier qu'on va faire dans la prochaine revue trimestrielle à partir de vos réponses. Donc, Madame la députée, faites attention. Bon, on entend Monsieur Dorge, directeur général adjoint de la Poste, mais du côté du législateur, parce que c'est bien vos déclarations, ma chère Isabelle, mais du côté du législateur, comment est-ce qu'on peut garantir, par exemple, ce choix ? Comment est-ce qu'on peut garantir que la Poste ait la possibilité, comme elle le fait aujourd'hui, de cheminer sur un terrain hybride ? Voilà, qu'attendent du législateur ? Alors, en fait, je vais déjà répondre que si ça va nourrir le papier, ça me fait très peur, parce qu'en fait, on dit que les écrits restent, et je ne vais pas pouvoir me réfugier derrière un écrit sur un site ou sur quelque chose en disant il y a une cyberattaque, mes propos ont été déformés. Là, donc, il va falloir vraiment l'hémicycle est déjà un modèle hybride. Voilà, donc il va falloir que je fasse, vraiment très très attention, et qu'on distribue par courrier. Comme ça va être écrit, donc je ne sais pas si finalement je vais pouvoir tout dire, parce que autrement je pouvais me réfugier sur
finalement, c'est pas moi. Il y a eu un robot ou une attaque russe ou autre qui ont déformé mes propos. Mais bon, non, là, c'était une plaisanterie. Mais je suis parfaitement d'accord avec vous sur l'hybridation. C'est très important et c'est très important d'avoir le choix. Et j'ai envie de dire même des fois de doubler, en fait. C'est d'avoir le numérique et d'avoir le papier et d'avoir cette capacité de se projeter. Mais je reviens quand même sur mes premiers, dans les premiers propos. Finalement, ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est de savoir comment on va faire société et quelle est finalement la part du projet de loi de finances des impôts qu'on est prêt à mettre pour maintenir ce lien. Et voilà, c'est quel est l'accord que l'on va trouver là-dessus. Parce que c'est quand même un énorme problème de financement. Ce n'est pas uniquement voilà, de dire c'était mieux avant ou du numérique opposé au papier ou complémentaire. C'est vraiment le lien qui a été créé et qui est encore par ce courrier qu'on reçoit, par les personnes que l'on va voir, par ce lien physique. Et qu'est-ce que nous, on est prêt, de la part de nos impôts, à consacrer à cela? Moi, j'ai envie de dire, je suis quand même prête à consacrer un montant significatif parce que je me dis qu'il vaut toujours mieux être dans la prévention que dans la curation. Parce que quand on aura eu des problèmes démocratiques, quand on aura perdu le lien, quand on aura eu l'explosion de la solitude et toutes les conséquences qu'il peut y avoir des personnes qui vont se retrouver seules finalement à des réseaux sociaux parce que ce sera le lien qu'elles vont pouvoir entretenir avec autrui, ça va nous coûter beaucoup plus cher. Donc c'est déjà, on va dire, une des formes de réponse que je peux apporter parce qu'effectivement, le législateur, quand il décide, doit avoir conscience de cela parce que clairement, effectivement, nous avons besoin de faire des économies, de voir comment on fait en sorte d'avoir un budget le plus à l'équilibre possible. Mais n'oublions pas le rôle important de certains services qui pourraient peut-être paraître un peu chers à l'heure actuelle, mais si on ne les maintient pas, coûteront beaucoup plus bon, ça, à la société. C'est un engagement important. Enfin, ceci dit, bon écrit, donc vous pouvez, voilà, ça sera écrit dans après. Non, donc bon courage quand même pour le prochain projet de loi de finances oui. 2000, parce que alors celui-là, il va être voilà. je ne sais pas s'il passera par ordonnance, par 49.3, mais bon. On se projette. Mais voilà, c'est l'idée de ce dernier point. Je pense qu'il sera important que dans le débat, nous ayons ce débat qui soit à ce moment-là, parce qu'on parle de santé mentale, parce qu'on parle de solitude, parce que voilà, et ça arrivera là. On peut pas, enfin voilà, on ne peut pas faire l'économie de la préservation du lien entre les citoyens. Je pense que ça c'est très important. Maintenant, le numérique permet aussi quand même ce lien. C'est pas, je ne vais pas diaboliser le numérique, je dis bien c'est comment, et c'est pour ça que j'aime bien ce terme d'hybridation, on fait en sorte pour qu'on soit reliés les uns les autres et par différentes formes, que ce soit en physique, par une lettre ou un colis qui arrive, ou par du numérique, et comment on va sécuriser le numérique. Donc clairement, c'est les plans de continuité dont j'ai parlé, c'est extrêmement important. C'est de faire en sorte qu'on soit le plus souverain possible. Donc pour ça, c'est comment on fait en sorte que toutes nos sociétés que l'on a sur le territoire national ou, j'ai envie de dire, on élargit au niveau européen, on puisse continuer à les faire grandir et certaines sont déjà arrivées à maturité, mais qu'elles puissent encore continuer à se développer et qu'elles restent chez nous pour avoir la capacité, c'est là, voilà, je vais peut-être, on m'entend encore, d'avoir soit un cloud souverain, soit d'avoir des outils d'exploitation souverains, parce qu'il est extrêmement important qu'effectivement nos données restent sur le territoire national et puissent être exploitées par des systèmes souverains. Parce que avoir des données qu'on va incrémenter dans des systèmes où l'extraterritorialité, waouh, j'ai réussi ce matin, peut être comment dire, décrétée, on voit bien qu'on aura des problèmes. Donc voilà, ça c'est le rôle du législateur, c'est de s'assurer qu'effectivement tous nos systèmes critiques puissent être protégés par des outils souverains, que ce soit pour la collecte de données ou pour l'exploitation des données. Rudy, Frédéric Cazillet, au nom des élus de France, ce modèle hybride, vous avez parfaitement souligné les fragilités, l'importance de ce maillage de la Poste. Comment les élus
peuvent peser au-delà d'une députée sur la mise en place pleine d'avenir de ce modèle hybride? Bien, il y a des bonnes idées quand même. On parlait tout à l'heure des maisons France Service. Le seul problème, je pense, c'est que ce modèle ne va pas suffisamment loin, parce que ce qu'on a pu remarquer en fait au travers des maisons France Service, c'est que si vous voulez, les opérateurs qui ont la charge en fait d'accompagner les administrés qui se rendent dans ces maisons, en réalité, ils font de l'accompagnement numérique, c'est-à-dire en fait ce que la personne n'arrive pas à faire chez soi. Eh ben, dans les maisons France Service, il y a ce soutien pour leur permettre, par exemple, de pouvoir aller plus loin dans leurs démarches administratives en ligne. Nous, ce qui nous paraîtrait vraiment intéressant, c'est que ces maisons France Service, d'ailleurs, d'abord, soient totalement intégrées à la gestion en fait, des communes, et qu'on reste évidemment dans ce partenariat-là avec la Poste, avec la CAF, avec le Trésor public, etc., mais que véritablement les moyens soient mis pour qu'il y ait un accompagnement réel et concret qui puisse être mis en place au bénéfice des administrés. Ce faisant, ce retrait, ce recul en fait, des services publics sur nos territoires pourra là véritablement être cassé. Et c'est une nouvelle dynamique qu'on pourra relancer pour permettre à maintenir ce lien, mais en réalité, véritablement, d'aider les administrés à sortir, d'une part, de l'enclavement lié à l'augmentation du numérique. On parle des personnes fragiles ou vulnérables sur le plan du numérique, mais aussi pouvoir réintégrer véritablement des services publics. Après, il y a la question aussi des compensations. On en parlait tout à l'heure. Alors là, évidemment, ça nous ramène au PLF 2027. Évidemment, ça nous ramène à la réalité. Mais sans vouloir faire de politique politicienne ici, je pense quand même que l'État doit réussir à baisser son train de vie. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'économies à faire par rapport au train de vie de l'État, et que ce ne soit pas toujours les collectivités. C'est vrai que parmi les grandes dépenses publiques, les collectivités font partie des 3 grandes dépenses, mais si vous voulez, moins de dotations. Je crois il y a un manque à gagner de 5 milliards, je crois, sur 2026, me semble-t-il. Je pense que quand même que, in fine, ce sont les administrés, c'est les Français au quotidien qui en payent le prix fort lorsque les collectivités sur le terrain n'arrivent pas à assurer véritablement leur mission. C'est moins un manque à gagner que la recherche d'économie, puisque Sébastien Lecornu annonce régulièrement des milliards d'euros d'économies, mais on attend toujours les annonces. Peut-être les fera-t-il après l'été. Enfin, je ne voudrais pas non plus faire de politique. Charles Géol, juste dernière question. Bon, on a parlé de l'évolution du courrier. J'ai eu ce point cinéphile qui me semblait important. On aurait pu parler aussi des relais postaux, les fameux relais postaux qu'on voit dans toute l'histoire du cinéma français. Comment aujourd'hui, avec l'évolution dont on vient parler, du courrier, vous voyez, en vous projetant, ce service essentiel, on l'a dit, liens sociaux, liens démocratiques, repères communs, liens territoriaux. Est-ce que vous voyez une tendance globale, historique, sur l'évolution du courrier matériel ? Alors, je vais d'abord rebondir sur Jour de fête. Vous sembliez désireux d'en parler. Et en tout cas, on voit dans Jour de fête ce facteur rural, François, joué par Jacques Tati, voilà, qui veut faire sa tournée à l'américaine. Voilà, donc, on est à la fin des années 40 et on est à la veille. François fait sa tournée à vélo. On est à la veille donc de la motorisation des tournées rurales, qui commence au début des années 50 avec des camionnettes de chevaux. Bon, alors, la prospection sur l'évolution de... Je ne sais pas, mais évidemment... Parler du sentiment national qui a aidé à construire le réseau de la Poste. Oui, mais tout cela, enfin, à mon sens, ne doit pas disparaître, doit être renforcé. Le courrier physique doit y contribuer. Ah bah c'est une évidence, en tout cas si on suit encore une fois l'histoire du développement de ce service public qui a été, voilà, elle s'inscrit tout à fait dans ce que
le grand historien américain spécialiste de la France Eugène Weber a appelé la fin des terroirs, c'est-à-dire ce mouvement de construction d'une cohésion nationale, territoriale. Voilà, la fermeture des bureaux de poste, c'est effectivement malheureusement, a les mêmes effets que la fermeture, y compris des bars tabac, hein, par exemple. Il y a une étude récente, j'ai vu, qui souligne le lien entre la fermeture des bars tabac et le développement du vote, en l'occurrence d'extrême droite. Voilà. Peut-être un autre point auquel je pensais, et pour montrer justement l'importance du physique, le calendrier des postes a aussi joué un rôle très important bien sûr. Au XIXe siècle, dans la seconde moitié du XIXe siècle. D'où est-ce qu'il vient le calendrier des postes ? Eh bien, à l'origine, il avait pour but de compléter le salaire très modeste, malheureusement, des facteurs ruraux, puisque voilà, c'est un service qui coûtait cher, l'État n'était pas toujours forcément extrêmement généreux, et donc, voilà, pour les étrennes, les facteurs ruraux, qui achetaient eux-mêmes les calendriers et les vendaient, essayaient d'obtenir au moins un 13e, 14e, 15e mois. Et ce qui est intéressant, c'est que ces calendriers, ils étaient présents dans la maison, notamment des paysans. C'était la première fois souvent que des images, puisqu'ils étaient d'emblée illustrés. Ce média qui, évidemment, nous paraît aller de soi, mais à l'époque, c'est la première fois que l'image, à côté éventuellement d'une image pieuse, apparaît dans les maisons. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'au XIXe siècle, on appelle ça l'almanach des postes, puisque voilà, il n'y a pas seulement le calendrier lui-même, qui est déjà quelque chose de très important, notamment pour les paysans. Hein. Bien connaître les phases de la Lune pour les semis, c'est important. Mais il y a aussi des cahiers départementaux à l'intérieur, plein d'informations. Et donc, le calendrier des postes a été, là encore, une source d'information très importante dans les campagnes à la fin du 19e. On en vend 11 millions, je crois, par an dès la fin du 19e. Donc voilà, tout ça pour dire que le physique, et en l'occurrence cette présence très concrète de la Poste dans les domiciles des Français, eh bien évidemment est relativement irremplaçable. Merci beaucoup. Alors on va passer à la dernière partie, les questions des maires. Alors j'ai reçu quelques messages de sénateurs qui étaient avec nous là, Charles Darcos, mais qui visiblement partent en commission. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est tout. Bon, c'est normal, il n'y a rien d'exceptionnel, mais aussi des députés. Alors peut-être que les députés, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà, bon. L'organisation n'est pas exactement la même. Non, nous, les commissions, c'est le mercredi matin, le mardi matin, on a les réunions. Mais nous avons la chance d'avoir avec nous Antoine Bueno, qui est essayiste et conseiller au Sénat. Antoine, je vous ai vu arriver tout à l'heure. On va vous passer le micro. Dans vos travaux sur les inégalités et votre rôle d'observateur aussi de la société, vous parlez souvent de la fracture numérique, qui est pour vous une nouvelle forme d'exclusion systémique. Alors les mots riment, mais je résume votre pensée sur le sujet ? Pas vraiment. Non. Non, je ne sais pas où j'aurais dit ça, mais c'est toujours important et intéressant de redécouvrir sa propre pensée. Oui. Ceci dit, donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, merci pour votre invitation. Je vais tout de même répondre à la question sur la fracture numérique. C'est drôle ou pas qu'on se rencontre et qu'on se parle aujourd'hui, parce que peut-être qu'aujourd'hui est une date historique. Peut-être que vous avez vu ça ou entendu ça ce matin, mais il y a le dernier rapport de Reuters qui sort aujourd'hui sur, monsieur a vu ça, sur l'état de l'information mondiale. Et donc aujourd'hui même, et vous allez voir que finalement ça rejoint les propos que j'aurais tenus dans je ne sais pas quel cénacle, aujourd'hui même on est à un point de bascule peut-être historique, puisque c'est la première fois qu'à l'échelle mondiale, on s'informe plus via les plateformes, via les réseaux sociaux, via l'IA. Et donc, on peut dire que cette fracture numérique, elle est d'abord, maintenant, une fracture informationnelle. Et là, on est vraiment
au cœur de tout ce que j'ai entendu là jusqu'ici, au cœur de la problématique de la Poste, parce que, pour le dire simplement, quand je m'informe via la Poste, c'est-à-dire via mon abonnement papier, il y a quand même une plus forte probabilité pour que ce que je lise dans le journal soit plus vérifié et plus fiable que quand je m'informe sur TikTok. Alors, bien sûr, il n'y a pas de fatalité à la désinformation. D'ailleurs, notre commission des affaires culturelles travaille activement, lors d'Arcos, sur ce sujet. Il y a eu les états généraux de l'information auxquels j'ai eu l'honneur de participer, qui ont fait des propositions. Dans la situation politique actuelle, malheureusement, elles ne peuvent pas être mises en œuvre, mais elles sont là, elles existent et elles pourraient vraiment changer la donne. Mais tout ça pour dire qu'en l'absence de véritable politique volontariste de désinformation, ce combat qui pourrait paraître d'arrière-garde de la défense du papier, c'est aussi un combat de la défense de l'information, puisqu'on peut dire qu'il y a quand même une concordance entre presse papier et presse de qualité. Et vous m'interrogiez sur le réel, il y a aussi une concordance entre le réel, la réalité, et le vrai et la vérité. Finalement, c'est le même combat. Je défends le vrai, je défends la vérité, je défends aussi le réel. Maintenant, vous posiez aussi une question sur l'avenir, et moi, c'est ça que je fais de la prospective, je m'interroge sur l'avenir. Et en entendant tous les développements, j'avais en tête une image que vous connaissez peut-être, et malheureusement, je ne voulais pas communiquer avant, mais je l'ai là, je peux vous la décrire. C'est une image qui date de 1900, et dans lequel Jean-Marc Côté, le dessinateur, essaye d'imaginer le postier de l'an 2000. C'est une image qui est absolument charmante, qui est très très mignonne, où on voit donc un postier juché sur un petit avion qui distribue le courrier à un balcon. Et donc, il y a un monsieur qui se penche pour prendre son courrier au balcon. Alors, bon, c'est très mignon, c'est très bucolique, c'est relativement loin de votre idéal et de notre réalité. Et le dessinateur, il a manqué plusieurs choses. Il a manqué la miniaturisation, bien sûr, des avions. Il a manqué leur automatisation. Et il a manqué la dématérialisation. Mais il a quand même imaginé quelque chose d'assez incroyable. C'est le drone. Parce que quand, en 1900, on nous montre un avion qui porte le courrier, c'est le drone. Donc j'en viens à ce qui ressemblera plus à une question, c'est qu'on a du mal à imaginer une poste de demain, je dirais à plus long terme, qui ne soit pas incarnée par une IA charmante aux petits soins et à corte, avec des postiers en forme de robots humanoïdes et des courriers ou des colis, peut-être des courriers papier, mais au moins des colis qui soient distribués par drone. Merci. Alors, je vais vous donner la parole. Monsieur le maire, on a discuté, les Yvelines, c'est un département que j'aime bien. Quelles sont les problématiques d'un élu de terrain comme vous, dans votre commune, sur ce sujet ? Bonjour, merci Madame la sénatrice pour cette invitation. J'ai été très intéressé par ce colloque, parce qu'effectivement, nous voyons, monsieur le directeur adjoint, la baisse dans nos territoires d'un certain nombre de courriers. Maintenant, aujourd'hui, on a une APC, une agence postale communale, qui ne prend que du colis sécurisé, du colis suivi ou encore des colis, parce que c'est ce qui marche un petit peu. Par contre, nous avons besoin de garder le lien social avec nos administrés, comme vous le disiez, chers collègues, tout à l'heure. On a besoin de garder ce lien social. Nous réintégrons dans la commune un café, nous réintégrons dans la commune un certain nombre de commerces. Nous sommes une petite commune à côté de Rambouillet, pas très loin de la ville, hein, 15 minutes en voiture, mais commune de Bullion, dans la vallée de Chevreuse, à côté d'Ophargis, qui vous est cher, Eric. Nous avons 2000 habitants. Donc, vous voyez, on est dans un caractère assez rural. Et c'est pour ça que je tiens là-dessus à pas poser une question, mais en tout cas faire une remarque aux sénateurs et à la députée qui sont présents. C'est laissez-nous les moyens aux communes de maintenir ces services. Aujourd'hui, l'APC, la Poste nous aide. On a une redevance mensuelle qui nous permet de maintenir cette APC. Demain, peut-être que ce sera supprimé, comme vous l'aviez envisagé il y a 2-3 ans, il me semble. Mais laissez-nous un peu de finances publiques pour que nous puissions garder ces investissements. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes capables, grâce à la DETR, d'investir, mais il faut faire fonctionner les investissements. Et si demain, nous n'avons pas la possibilité de le faire, toute cette partie mourra, alors qu'on constate réellement un retour au réel et pas simplement au numérique. Pour le numérique, nous sommes obligés d'aider nos administrés en mettant en place un point d'accueil numérique dans notre médiathèque, de façon à accompagner les personnes âgées qui ont du mal, mais aussi les jeunes qui ne connaissent pas comment aller sur un site de la DGFiP, du Trésor public ou de la CAF, etc. Je vous remercie en tout cas pour cette matinée. Est-ce que je peux réagir ?
Ça marche? Non, ça marche. Si, ça y est. Non, je voudrais réagir à ce que vient de dire Monsieur le maire, parce que pour moi, une des erreurs majeures et originelles de 2017, c'était la suppression de la taxe d'habitation. C'était quand même un moyen de pouvoir avoir un financement pérenne pour chaque commune. Aujourd'hui, vous vous battez, et on se bat à vos côtés pour vos dotations globales chaque année, qui ne fait que s'amenuire. Et surtout, et ça va du coup avec votre esprit de service, pour les concitoyens, pour les habitants, tout est gratuit et donc tout devient dû. Et en fait, ils ne se rendent absolument plus compte du coût d'un fonctionnement d'une commune, de combien coûte de payer des ATSEM dans les écoles maternelles, d'entretenir les espaces verts, de pouvoir avoir en effet soit des rénovations de bâtiments ou autres. Et en fait, c'est épouvantable parce qu'au fond, les concitoyens ne se rendent plus compte du coût de tout ce que les services publics entraînent. Et en fait, du coup, ça se revoit après, malheureusement, ça se répercute dans les votes où les gens pénalisent, les concitoyens pénalisent en fait certains élus alors qu'ils n'y sont pour rien, qu'ils ont ramé comme des malades pour essayer de garder en fait cet équilibre financier. Et du coup, ça a déséquilibré l'ensemble en fait du système de toutes les collectivités. Et enfin, on est vraiment du coup complètement en parallèle avec ce que vous vivez actuellement. Peut-être juste compléter en 2 secondes. Oui, il y a une nécessité véritablement à ce que les élus puissent peser pour pouvoir maintenir des bureaux de poste ouverts. Et je crois que pour les communes de 2000 habitants et moins, le maire a un droit de veto si jamais il y a une menace de fermeture d'un bureau de poste. Et ça, évidemment, c'est dans le cadre du contrat de présence postale territoriale, donc que l'AMF a tenté effectivement de peser sur cet état de fait pour éviter pour redonner entre guillemets du pouvoir aux maires et aux élus locaux. Mais effectivement, il y a une nécessité de pouvoir reconcentrer les activités liées au service public pour éviter que l'isolement puisse s'accélérer. Et nous, les élus locaux, vous êtes maire en l'occurrence, nous avons cette maîtrise, cette capacité à faire, et je me joins à votre plaidoyer que l'on puisse nous donner davantage les moyens et pour qu'on puisse aller jusqu'au bout de cette mission. Merci. Encore une fois, la Poste n'a pas envie de quitter les territoires, elle veut rester. Elle veut maintenir un réseau de facteurs, elle veut maintenir les bureaux de poste. Un mot juste sur la mutualisation. L'avenir, c'est aussi la mutualisation. Or, quand on a monté les réseaux France Service, on n'a pas donné aussi la possibilité, bien souvent, de mutualiser avec le bureau de poste. Car notre volonté, c'était de mettre un bureau de poste dans les France Service ou une France Service dans les bureaux de poste. Ça n'a pas été possible. Et c'est dommage, parce qu'on a 2 réseaux. Et forcément, j'ai une petite nuance avec vous quand vous dites que vous avez le pouvoir, etc. Malheureusement, il y a des choses là qui seront inéluctables. Il faut bien comprendre, encore une fois, que quelle est l'économie. Bien sûr, vous pouvez vous opposer à un moment, etc. Mais non, mais en fait, c'est que pour les communes de 2000 habitants et moins, oui, il y a la possibilité pour les maires d'avoir un droit de veto. Oui, il n'est pas dans le contrat, mais on l'accepte du côté de la Poste. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une économie derrière tout cela. Encore une fois, on a encore 5 milliards de lettres. La question est de savoir s'il y aura 1,5 milliard de lettres en 2030 ou encore 3 milliards. Vous voyez, à 3 milliards, le système peut encore fonctionner. Mais à 1,5 milliard, là, ça va être très compliqué. Qui paye en réalité ce réseau ? Encore une fois, ce ne sont pas les particuliers avec le timbre. Les ménages dépensent 23 € par an de budget postal. Donc, ce n'est pas les particuliers, les ménages. C'est un peu l'État mais bon, il y a une sous-compensation. Donc, ce sont les grands émetteurs de courrier. Ce sont les banques, les publicitaires, les mutuelles, l'administration aussi dans sa relation. Et les textes, simplement ce que je veux indiquer, c'est que les textes que je vois en ce moment passer vont dans une tendance à la danoise, avec les textes sur la simplification, la simplification de la modernisation. Alors on utilise des mots très sympathiques, où maintenant on pourra se passer par exemple d'envoi de recommandés dans certaines circonstances. Comme je l'indiquais, dans les relations avec les candidats fonctionnaires, on pourra tout numériser, le dossier RH, le contrat de travail aussi. Voilà. Et là, si vous voulez, c'est un scénario à la danoise en France qui se précise.
Et donc ma conclusion, pour être clair, c'est encore une fois la liberté de choix, c'est le droit, est-ce qu'on propose bien un droit à chacun de demander un support écrit, papier, pour des communications sensibles et importantes. Voilà. Parce qu'au-delà de ce sujet d'usager, dans tous les processus et avec le sujet de l'électronisme, il y a finalement tout le financement de la présence de proximité, le lien social qu'assure aujourd'hui la Poste. Merci beaucoup. Dernière question de Patrick Rakotoson. J'ai bien prononcé Manawona Tupko, parce que j'adore ce pays. D'origine. J'adore ce pays, Madagascar, où j'ai vécu 3 ans. Vous êtes vice-président de la région, de la CCI région Île-de-France. Peut-être une question pour clore ce débat. Oui, je suis le vice-président de la CCI région Île-de-France. Je suis également le président de la CCI de l'Essonne. Donc l'Essonne est bien représenté. Merci Laure de ton invitation. Parce que l'Essonne, c'est 54% de ruralité. On ne le croirait pas. La connexion mobile à Paris, elle se fait facilement. Par contre, la connexion mobile en Essonne, elle se fait difficilement. Et ce que vous exposez, et vraiment, je reprendrai votre dernier propos, mais également le propos de madame, qui est très important, parce que vous avez recentré l'échange autour de la question de fond. Qu'est-ce qu'on va voter ? Qu'est-ce qu'on va dire ? Qu'est-ce qu'on va voter ? Est-ce que vous savez qu'en Essonne, nous avons les data centers les plus importants ? On a le plus gros d'Europe. On a installé récemment parmi les meilleurs data centers au monde, mais 45% des data centers en France, exact, sont américains. On parle de souveraineté. Aujourd'hui, il y en a un qui ouvre à Corbeil, un très gros, il est mis en location à des Japonais. Donc, il faut arrêter de se mentir à soi-même. Il faut à un moment assumer ses choix, ses propos d'implantation. On veut réindustrialiser la France, eh bien, il faut l'accompagner. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, monsieur, vous ne l'avez pas dit, je suis arrivé en retard, je m'en excuse, mais je me suis renseigné auprès de votre collègue. En France, la Poste française est l'une des plus performantes au monde. C'est une réalité, c'est reconnu. Et en France aussi, les écrits, la langue française, c'est quelque chose qui fait partie de notre patrimoine. Maintenant, je vais témoigner aussi en tant que chef d'entreprise que je suis, mais également en tant que président de CCI. Aujourd'hui, le client, et je le reprends avec des mots plus économiques, le client dans nos commerces et dans nos entreprises est figital. Figital, ça veut dire qu'il développe son activité au travers de la visibilité sur Internet, mais en même temps, il réalise des actes de concrétisation en réel. Il va dans le magasin, il va dans l'entreprise pour réaliser son acte d'achat, pour aller... c'est son facteur de réassurance, en fait. Mais sa vitrine, elle est digitale. Donc les deux ne vont pas sans l'autre. Totalement. Mais ça, il faut l'intégrer. Et on n'exclura pas, on n'enlèvera pas ce côté papier. Maintenant, il y a des gens, il faut maintenant aussi renverser un certain espace culturel qui fait que beaucoup de gens ne vont pas à leur boîte aux lettres parce qu'ils ont peur des mauvaises nouvelles. C'est une réalité. On y reçoit trop de mauvaises choses, mais on y reçoit de bonnes choses. Et dans les entreprises, vous parliez des grands donneurs d'ordre, sachez quand même, vous avez évoqué le terme de ROI, qui est un terme économique, quand on passe par Mediapost, qui est aujourd'hui le plus gros acteur de distribution de prospectus en France, le taux de retour est de 3 à 4%. C'est énorme. Donc ça ne va pas changer demain. Si ça devait mourir, ça serait déjà mort. Voilà, donc il faut en prendre conscience. Je ne sais pas l'évaluer, madame, pour faire un budget, mais la Poste a essayé différentes pistes, à l'instar de grandes entreprises comme la banque, comme l'assurance, comme d'autres. Quand je discute avec les grands réseaux bancaires, avec les têtes de réseaux bancaires, la Poste est un sacré concurrent. Maintenant, la Poste n'a pas encore réussi à prendre le marché. Pourquoi ? Parce qu'il y a certainement une grosse mutation culturelle encore à faire au sein des équipes. Mais effectivement, je défends cette idée de distribuer du courrier, je défends l'idée de garder du papier. Le tout, c'est de le faire dans un modèle économique qui soit cohérent et hors de question d'augmenter les impôts. Mais maintenir un financement, pourquoi pas, à charge à la Poste maintenant de renforcer certaines positions ou de s'allier. Ce que nous, dans les grandes entreprises, nous sommes obligés de faire, de nous allier. Mais si Amazon, comme vous le disiez,
avait dû prendre le marché. Et nous, en Essonne, on a quand même un très gros entrepôt d'Amazon qui ne pense qu'à une chose, c'est partir. Les élus, à l'époque, étaient tous sur la photo. Amazon s'installe, c'est magnifique, machin truc. Aujourd'hui, sauf toi, mais toi, tu es très visionnaire dans ton approche. Mais Amazon, aujourd'hui, ne pense qu'à une chose, c'est partir. Amazon veut installer aussi ses data centers. Voilà, j'en terminerai avec ce témoignage, mais je pense que le témoignage d'entreprise est très important parce qu'il complète un peu la vision à 360 que vous essayez d'évoquer. Et bien entendu, on manque de temps. Mais on pourra peut-être s'en reparler à l'occasion. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et avec beaucoup d'affection. Misoch. Voilà. Peut-être un mot de conclusion, et puis Laure, peut-être un petit mot avant de partir, ma chère Laure Darcos. Pardonnez-moi, mais moi aussi j'ai des commissions. Non, mais en fait, je trouvais ça très intéressant. Okay. Je disais à Dorothée que je trouve que la dernière intervention de mon ami vraiment Patrick aurait été intéressant de pouvoir encore plus développer, parce que je pense que la souveraineté numérique, c'est important. Et je pense qu'en effet, dans ce tout numérique, alors moi je le fais par mes textes, que ce soit la défense de la librairie ou la défense des contenus culturels face à l'IA générative. Je pense qu'on est dans ce monde, et je ne sais plus qui d'entre vous l'a dit, en effet, on apprend mieux d'ailleurs sur le papier. Et on le voit même dans nos écoles, où on essaie de remettre nos enfants devant des livres papier plutôt que des écrans. Je pense qu'en effet, il faut remettre de l'humanité dans tout ça, et vous y participez. Je sais que j'avais entendu votre initiative de pouvoir passer, entre guillemets, des mini-contrats avec des personnes isolées pour que vous puissiez aller les voir. Je pense que c'est sûrement très compliqué en termes de modèle économique, mais ça montre bien qu'en fait, ce facteur avait ce côté humain et presque familial, d'être le seul lien, malheureusement, pour des personnes isolées dans certaines communes. Et je salue en tout cas cette initiative, même si c'est peut-être compliqué en termes de modèle économique. Et je pense que du coup, il faut que, rien que pour ça, on continue à avoir une poste qui reste fonctionnelle. Et sur France Service, est-ce que c'est inéluctable ou est-ce que c'est encore possible de rapprocher la poste ? Ben oui, parce que je trouve que ça serait très intéressant. D'accord. Bon. Coûte de l'argent. Mais excusez-moi et merci pour ce débat en tout cas. Merci beaucoup, à l'hémicycle. Voilà, merci beaucoup. Président, si vous le permettez, Laure Audemars, qui est là, qui est une journaliste de l'hémicycle, va peut-être faire une petite interview sur votre point de vue, si vous avez un peu de temps, pour notre prochain numéro. Je vous signale quand même la publication de ce supplément de l'hémicycle, la revanche du réel face au numérique, avec une interview que j'ai trouvée très intéressante d'Alain Roussel, le patron de la région Aquitaine, voilà, qui c'est pas une petite région, c'est né du découpage post-hollandais, mais très intéressante justement sur à la fois le modèle hybride, il est dans vos pas, monsieur le directeur général, et à la fois sur l'importance du lien social. Donc vous pouvez prendre ce numéro qui vous est offert avec le dernier numéro de l'hémicycle, puisque le prochain paraîtra le 25 juin. Donc il sera à disposition dans les kiosques et pour nos abonnés et en distribution également. Je vous remercie évidemment tous les quatre très chaleureusement d'avoir participé à ce club l'hémicycle et à tous ceux qui ont permis qu'il se tienne. Et nous aussi, on est en plein modèle hybride, monsieur le directeur général. On a un site, mais par la poste, on envoie à tous nos abonnés l'hémicycle, qui est une presse écrite de qualité. Merci beaucoup et à bientôt.